Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau des marques, mais sous un angle un peu différent, et vous expliquer en quoi le droit, par moment, peut faire souffler le chaud et le froid. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les étiquettes sont un véritable casse-tête, mais dès l'instant qu'on a déposé sa marque, qu'on l'a bien protégée, qu'on s'est astreint à respecter toutes les mentions obligatoires et les contraintes inhérentes aux mentions facultatives, on serait en droit de se dire qu'on est dans les clous, qu'il n'y a pas de problème et qu'on ne prend plus de risques. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, et en même temps, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Donc il y a des choses positives et il y a des choses négatives dans l'application des principes juridiques au regard de ces règles que l'on retrouve à travers les exigences relatives aux marques. Alors le chaud tout d'abord. Le chaud sont des décisions intéressantes qui émanent la première de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est venue nous dire que dans l'hypothèse d'une exploitation dans laquelle le pressurage ne se faisait pas en son sein mais à l'extérieur, il était quand même possible de faire apparaître le nom d'exploitation sur les étiquettes sans la moindre ambiguïté, dès l'instant que l'exploitant gardait le contrôle, la maîtrise et la responsabilité de ces opérations de pressurage et de vinification. Donc, une vraie ouverture et la volonté des juges de rechercher l'essentialisation au-delà des règles de pure forme. Deuxième décision intéressante, elle émane celle-ci du Conseil d'État, une juridiction française. Elle est de janvier 2024, encore plus récente, et elle nous dit que lorsqu'un domaine, un château, a été racheté et fondu dans une exploitation beaucoup plus vaste et beaucoup plus importante, dans un groupe, et que le propriétaire veut quand même faire figurer le nom du domaine sur les étiquettes, ce qui semble légitime, eh bien c'est possible, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, dès l'instant que le dit exploitant va pouvoir justifier de ce que la vinification garde son autonomie, son indépendance, qu'elle reste sous contrôle et qu'elle est identifiable. Donc vous le voyez, nos juges ne sont pas toujours complètement fermés à la recherche de l'intelligence des choses, et là, ils nous en ont fait la double démonstration. Maintenant, cela ne veut pas dire que même dans l'hypothèse où on viendrait à essayer de s'engouffrer dans l'une de ces brèches, on ne pourrait pas tomber sous le coup des règles inhérentes au droit de la consommation. Et j'en viens maintenant au fond. Le droit de la consommation s'installe de plus dans le paysage et il s'applique de plus en plus en matière de vin. Nous en avons de nombreuses illustrations et l'une des principales d'entre elles a été apportée par plusieurs jurisprudences, dont la plus célèbre d'entre elles est l'affaire Maucaillou dans le Bordelais, avec à sa suite les affaires Citran, les affaires Ginesté, dans lesquelles nos juges sont venus dire que celui qui vendait un vin de négoce, mais qui créait la confusion avec le vin du cru qu'il exploitait par ailleurs, eh bien, tombait sous le coup des sanctions du Code de la consommation et était exposé à de fortes amendes. Quel est le critère? Le critère est très simple. C'est qu'il ne faut pas que le consommateur puisse penser qu'en achetant le vin de négoce, il achète le vin du cru, par exemple du cru Maucaillou. Et pour cela, eh bien, le juge se réfère à ce qui se dessine comme devant être le portrait type, le portrait standard de ce consommateur moyen. Quel est-il? Que sait-il? Qu'est-il censé savoir? C'est toute la question. Et les juges nous le disent petit à petit dans le cadre d'une recherche qui est très pragmatique,
mais qui est en même temps extrêmement complexe et délicate à appréhender, parce que chaque fois c'est du coup par coup, et parce que chaque fois on va nous dire, eh ben là oui, je pense qu'effectivement la ligne rouge est franchie ou qu'elle ne l'est pas, que le consommateur a pu se tromper ou n'a pas pu se tromper. Et de cette discussion, on a une illustration extrêmement amusante et intéressante avec une autre affaire dans un autre sens, qui était l'affaire Petrus contre Petrus Lambertini. Petrus Lambertini commercialisait un deuxième vin à des prix défiant toute concurrence. On était entre 15 et 20 euros, je crois. Et Petrus a décidé de l'attaquer précisément sur le terrain du droit de la consommation et de cette notion de tromperie. Et les juges ont répondu, pas du tout. Pas du tout, le consommateur moyen, toujours lui, ne peut pas avoir été abusé dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas imaginer que le consommateur moyen puisse confondre un deuxième vin vendu à 15 ou 20 euros avec le vin du grand cru classé Petrus, premier grand cru mondialement connu, dont les bouteilles valent beaucoup plus cher que cela. Donc les juges, là encore, montrent leur intelligence, leur pragmatisme, mais aussi nous proposent des appréciations qui sont toujours délicates à appréhender, difficiles à mettre en œuvre ensuite pour le praticien, pour l'exploitant qui va devoir faire des choix et décider de mettre ceci ou cela sur son étiquette. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à ce point-là? Est-ce que ça, il peut le dire ou ne peut pas le dire? Est-ce qu'il peut le mettre ou ne peut pas le mettre? Eh bien, c'est toute la question et c'est la raison pour laquelle vous le voyez. Vous autres exploitants, vous autres viticulteurs, vous avez besoin de vous faire conseiller sur ces questions-là qui sont délicates, mais qui en même temps démontrent que vous êtes exposés à des risques importants, puisqu'en matière de droit de la consommation, les peines d'amende sont lourdes. Voilà, chers amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.